Bienvenue sur F1i TV pour ce débriefing du Grand Prix d'Espagne. L'équipe F1i était en force à Barcelone et nous investissons les bureaux de notre globe-trotter Laurent Charniot, notre photographe de XPB Images, qui illustre toujours nos séquences F1i TV. Alors Nicolas, ce Grand Prix d'Espagne, premier Grand Prix européen, on attendait évidemment un verdict important parce qu'on dit Barcelone c'est un peu un juge de paix et là c'est Ferrari qui émerge. Est-ce que c'était attendu? Alors, c'est assez difficile parce que l'année passée, Fernando Alonso n'avait pas un matériel tout à fait à la hauteur. Cette année, la F138 est vraiment plus performante, mais on se pose toujours des questions, notamment avec les pneus. Et on a vu que Fernando Alonso, pour moi, a construit sa victoire en plusieurs temps. Le premier temps, c'est celui du départ, où très intelligemment, il prend un envol correct, mais pas extraordinaire. C'est que les Ferrari démarrent bien, voilà. Historiquement. Et justement, il décide d'économiser son KERS au premier, et donc il ne l'utilise pas au premier virage, et il l'utilise au deuxième, ce qui lui permet de doubler Hamilton et Raikkonen et de pointer en troisième position. Je dirais que le deuxième temps, la victoire de Ferrari, c'est dans la gestion tactique des pneumatiques. On voit vraiment qu'ils ont eu l'avantage pendant tout le week-end. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que dès le vendredi, on sentait qu'ils dominaient bien leur sujet, et il semblerait que dès vendredi, ils ont décidé, on fait 4 arrêts. Une fois qu'ils ont passé les deux types de gomme en revue, on fait 4 arrêts. Et on voyait en course que eux, ils savaient où ils habitaient, alors que d'autres équipes tâtonnaient un peu en stratégie. Tout à fait. Ce qui m'a impressionné aussi, c'est que le premier arrêt de Fernando Alonso a été pas anticipé, mais un tour avant celui de Vettel et de Rosberg, ce qui lui permet d'avoir du clean air, comme on dit en anglais, donc de l'air sans turbulence. Du coup, il va plus vite. Ça lui permet de s'intercaler entre Rosberg et Vettel, et puis avec des pneus neufs et le DRS, qui, heureusement qu'il est là à Barcelone pour mettre un peu de piment, quand même, lui permet de passer Rosberg. Et à partir de ce moment-là, il maîtrise vraiment la course avec une exploitation des pneus assez intelligente. Bon, cela dit, la Ferrari, c'est clair qu'elle elle est dans le coup en condition de course. On constate encore en qualif quand même qu'elle est un petit peu en dessous, et on ne s'explique pas très bien d'ailleurs pourquoi ça peut marcher dans certaines configurations et pas dans d'autres. On en reparlera avec Mercedes parce que là c'est plutôt l'inverse. Mais la Ferrari est dans le coup, la preuve aussi avec Felipe Massa, Nicolas. Tout à fait, parce que Felipe Massa, il a quand même eu une pénalité sur la grille, il part, si mes souvenirs sont bons, 9e. Et il monte sur le podium, c'est quand même extraordinaire. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est qu'en qualification, Massa est à 1 millième de Fernando Alonso. Donc on sent que Massa est vraiment revenu dans le jeu. Je ne sais pas s'il y a dans l'histoire de la Formule 1 beaucoup d'exemples comme ça de renaissance, parce qu'il est vraiment... Il a retrouvé son meilleur niveau. Il a retrouvé son meilleur niveau, et puis il est l'équipier parfait. C'est-à-dire qu'il n'est pas du niveau d'Alonso, c'est vrai. Il est parfait, il reste 1 millième derrière, formidable. Voilà, il est vraiment très... Il fait ce qu'on lui demande. Et ça faisait plaisir à voir de le remonter sur le podium, parce que pour son moral aussi, je pense que ça va... C'est vrai, mais ça renforce la Scuderia. D'autant, donc je pense que Alonso s'annonce maintenant, sinon comme le favori, parce qu'il y a quand même Red Bull et Vettel, comme le tout gros client, le tout gros challenger de Vettel. On reparlera de Vettel un peu après, parce que voilà, on va le faire dans l'ordre, Nicolas. Kimi Raikkonen, lui, c'est vraiment pour l'instant comment dirais-je, c'est un métronome. Oui, l'étalon, quoi. Il est là, il est à 4 points de Vettel au championnat, c'est quand même assez incroyable. Sachant que la Lotus n'est peut-être pas au niveau des deux autres. Alors certes, elle a cet avantage que même eux ne s'expliquent pas très bien non plus d'ailleurs en termes de dégradation des pneumatiques, mais on voit en qualif qu'ils sont quand même toujours un petit tour en dessous, même si ici, Kimi s'est qualifié devant les Ferrari à la régulière. Oui, alors c'est un week-end un peu paradoxal, je trouve, pour Lotus, parce qu'ils sont plutôt bons en qualification, plutôt meilleurs, on va dire, alors qu'en course, ils sont bons, évidemment, ils jouent la carte d'un arrêt de moins, mais je m'interroge quand même sur ce choix-là, parce que Raikkonen, en conférence de presse, on y était, a laissé entendre qu'il aurait peut-être préféré avoir un arrêt supplémentaire et attaquer davantage. Il a quand même passé toute sa course à gérer ses pneumatiques. Et ce qui est très étonnant quand on regarde les données fournies par Pirelli, c'est que en course, Raikkonen n'a utilisé que des pneus usagés. Là où Alonso a passé 2 trains de 9, Vettel en a passé 3. Même 3, ouais. Donc c'est
Weber également. Voilà. Oui, c'est très surprenant. Très surprenant. Chez Lotus, on n'a pas encore l'explication, mais effectivement, il était en pneus, alors usagés, façon de parler, hein, c'est des pneus qui ont fait parfois un ou deux tours en Q2 ou en Q3. Mais, alors Vettel, à qui on a posé les questions, lui disait clairement, un train de pneus neuf, ça change la vie, ou ça prolonge en tout cas la vie du train de pneus, ou ça en améliore un chouïa la performance. Lotus, bon, on va pas parler de Romain Grosjean parce qu'on en parlera dans le débriefing des Français. Ils sont quand même là, hein. Je veux dire, Raikkonen, pour l'instant, il n'a pas mis un pied de travers, même si on se dit que tôt ou tard, il pourrait trébucher et que sur la longueur, on peut s'interroger sur ses chances face quand même à des adversaires a priori mieux armés. Tout à fait, mais comme je le disais, Raikkonen c'est quand même un métronome, c'est son 4e podium en 5 grands prix, je trouve que c'est quand même étonnant. Et, enfin, pas étonnant parce qu'on connaît son talent, mais c'est quand même à souligner. Significatif, ouais. Alors, il y a Alan Berman, qui est l'ingénieur en chef de chez Lotus, qui disait « Je ne connais pas de pilote qui gère aussi bien les pneus que Kimi Raikkonen ». Et je pense que dans un championnat où, quand même, le facteur pneumatique est important, c'est lui qui parfois établit la hiérarchie, c'est un atout qui est non négligeable. Et je pense que la constance de Kimi, c'est le meilleur atout de Lotus, puisque d'un autre côté, Romain, malheureusement, n'a pas autant de réussite, en tout cas. Où il est bluffant, Kimi, je trouve, c'est effectivement dans sa manière de gérer sa course. Et il est patient quand il faut. Derrière Vettel, et à un moment, on se dit, il finit par le passer au moment où Vettel ne s'y attend peut-être plus, dans un coup de DRS, mais vraiment dans les derniers 50 mètres. Et à le passer en lui forçant un peu le passage, tout en ayant été patient les 3 ou 4 tours précédents. Donc là, vraiment, c'est du grand Kimi. Et s'il se comporte comme ça jusqu'à la fin de la saison, eh bien, il peut très bien rester effectivement dans le coup pour le titre. Tout à fait. Alors Red Bull, Nicolas, normalement, Barcelone, alors ça n'a pas toujours été leur terrain de prédilection, hein, on s'en souvient l'an passé, mais avant ça, on a vu Weber dominant à Barcelone, donc on s'attendait quand même après le verdict de Bahreïn, on disait bon ok, ils ont trouvé la clé des Pirelli, Red Bull ça aurait très bien pu être une OPA pour Vettel sur ce championnat. Tout à fait, d'autant que Pirelli avait modifié son pneu dur, allant plutôt dans le sens de Red Bull, et on voit que manifestement la voiture, sans doute en performance pure, c'est leur discours officiel, est supérieure aux autres, mais ils ont manifestement un problème de gestion des pneumatiques. Il faut dire aussi que dans cette course, Red Bull a tenté une stratégie à 3 arrêts, puis s'est rendu compte que ça n'a pas fonctionné, ce qui fait que leur deuxième pit stop est vraiment tardif. Il est 4 tours plus tard que celui d'Alonso. Et ça a un peu contrarié quand même la course de Vettel, qui se dit satisfait à l'arrivée, même si on sent bien que, à mon avis, c'est pas vraiment le cas et qu'il aimerait pouvoir exploiter tout le potentiel de la Red Bull. Satisfait qu'un sourire en W quand même. Enfin, c'est vrai qu'il ne se plaint pas, ce qui est tout à son honneur. Ce qui n'est pas toujours le cas chez Red Bull, notamment sur la situation de Pirelli. Alors Pirelli, eux-mêmes, hein, ils ont dit, ok, c'est vrai que c'est pas facile de trouver l'équilibre et que là, 4 arrêts, c'est sans doute un de trop au moins, nous disait Paul Embury. Ils vont un petit peu corriger le tir, sans doute pour la saison d'été, hein, à partir de Silverstone fin juin, mais je ne pense pas que ça va bouleverser la donne, parce qu'il y a aussi ce problème de structure des pneus. On a quand même vu des pneus exploser, se délaminer, ça c'est quand même un peu inquiétant. Je pense qu'ils vont plus travailler là-dessus pour les circuits rapides qui arrivent que vraiment sur le problème de dégradation qui convient bien finalement à l'animation de ce championnat. C'est le cahier des charges de Pirelli. Bon, alors on a remarqué aussi que Weber, hein, je ne suis pas sûr qu'il était là ce week-end, je n'ai pas remarqué, il termine certes derrière Vettel, mais en course, enfin en qualif et en course, je le trouve un peu transparent en ce week-end, alors que Barcelone, j'espérais que Weber soit là. Bon, il termine à 30 secondes, hein, Vettel de Alonso et Weber encore un peu plus loin, donc c'était pas leur meilleur week-end. L'événement principal, c'est quand même Mercedes, hein, cette première ligne, et puis de nouveau, comme à Bahreïn, la course en marche arrière, comme on dit. Oui, tout à fait. C'est vraiment un scénario qui se répète, hein, puisque à Bahreïn, quand même, il y avait déjà une pole Mercedes, la nouvelle pole, nouvelle ligne, enfin 100% Mercedes. Ils le savaient, hein, parce que le discours samedi après les qualifications de toute l'équipe Mercedes, c'est quand même de dire on va voir ce qui va se passer pendant la course, c'est autre chose. Alors moi, ce qui me surprend quand même, c'est qu'ils ont une armée mexicaine d'ingénieurs brillants, Aldo Costa, ex-Ferrari, Jeff Willis,
ex-Bar, Bob Bell, Red Bull, etc. Bob Bell, etc. Et malgré ça, ils n'arrivent pas à mettre le doigt sur un problème qui n'est pas nouveau. C'est quand même depuis 2 ans le même problème de dégradation prématurée des pneus. Alors notre consultant Jackie Ekelhart me disait ça au téléphone. C'est peut-être parce qu'ils exploitent très rapidement et à l'extrême leurs pneus qui sont aussi très rapides en qualification. Et donc ils tirent pleinement profit des pneus, sauf que ça ne peut pas durer très très longtemps. Et je dirais que là, ce qui me plaît là-dedans, c'est qu'on voit aussi 2 types de pilotage. Il y a Nico Rosberg d'un côté et Lewis Hamilton de l'autre. Et c'est vrai que Rosberg a pris l'avantage sur Hamilton ce week-end de façon assez nette. Alors qu'il faut se souvenir qu'à Bahreïn, c'était un peu l'inverse. Certes, Nico a fait la pole, mais en course, c'est Nico qui s'est écroulé et Hamilton qui a limité les dégâts. Ici, on a vu le contraire. Donc, Mystère et boule de gomme. Je crois qu'eux-mêmes s'y perdent. Ce qui est sûr, c'est qu'on va bien rigoler à Monaco, parce que s'ils parviennent à faire ce coup-là à Monaco, évidemment, le scénario est tout autre en principauté, où les dépassements, on le sait, sont mission impossible. On termine rapidement avec les autres battus, même s'ils marquent quelques points, mais c'est les miettes du festin. McLaren, bon, la progression n'est pas là, donc il y a du boulot, clairement. C'est assez incroyable qu'une équipe comme ça ne parvienne pas à réagir. Bon, ils vont le faire, mais ils sont quand même vraiment partis du pied gauche. Force India, pas mal, avec encore un Di Resta dans les points. Quand on voit que Force India fait jeu égal, sinon mieux que McLaren. Mieux que McLaren. Sachant que c'est McLaren qui fournit la technologie à Force India, c'est assez cocasse. Et puis l'autre perdant, pardon Pierre, oui. c'est quand même Williams qui, il y a 1 an, gagnait ce Grand Prix et qui là est vraiment dans le fin fond du peloton. Donc là aussi, il y a beaucoup de travail et on se demande comment est-ce qu'ils vont réussir à rectifier le tir. C'est inquiétant pour Williams parce que les autres arrivent. Caterham, Marussia, ils sont quasiment au niveau de Williams. Le dernier mot, c'est Toro Rosso pour Ricciardo, avec le dernier point. Au sprint, en battant Gutiérrez et la Sauber. Alors, un petit mot au passage. Chez Sauber, on a vu Gutiérrez faire une belle course finalement, alors qu'il est pénalisé, il part loin. Hülkenberg en faire une moins bonne. Bon, ok, il y a des raisons extérieures qui ne sont pas forcément de sa responsabilité. La Sauber n'est pas au top, mais enfin, Gutiérrez, qui était un peu dans l'œil du cyclone, il était là, et Pérez aussi. Donc on peut dire que l'environnement hispanique a réussi un peu aux Mexicains. Voilà, merci Nicolas pour ce débriefing, et puis on se retrouve demain sur F1 TV pour parler des Français.